Bonjour et bienvenue sur The Nomadic Lifestyle. Moi, c'est Sarah, une nomade dans l'âme qui vit et voyage autour du monde depuis plus de 10 ans. Sur ce podcast, je te parlerai donc de voyage, de backpacking, d'expatriation, de style de vie nomade, de randonnée, bref, de tout ce qui a trait à la vie en vadrouille à explorer notre merveilleuse planète. Tu y trouveras des conseils d'organisation et de préparation de voyage et de randonnée, de matériel, de sécurité, des trucs pour ne pas trop dépenser et beaucoup plus encore. Mon objectif est de te donner le plus de ressources possible pour t'aider à réaliser tes rêves les plus fous d'aventure. Avant de commencer cet épisode, n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être averti quand un nouvel épisode est disponible. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans l'épisode 30 du podcast The Nomadic Lifestyle. Aujourd'hui, on va parler de slow travel ou voyage lent en français. Donc, si tu ne sais pas ce qu'est le slow travel ou le voyage lent, même si, bon, avec le nom, tu dois un petit peu t'imaginer ce que c'est, je vais commencer par te donner une définition de ce qu'est le slow travel, expliquer ce que c'est, quelle est la philosophie derrière ce type de voyage. Ensuite, je vais t'énumérer un petit peu les avantages et les désavantages de ce type de voyage parce que, comme tout dans la vie, il y a des avantages à ce genre de voyage, mais il y a aussi des désavantages. Donc, je vais te parler de tout cela. Et ensuite, je pense que c'est la partie la plus importante de l'épisode. Je vais te donner des conseils pour appliquer la philosophie du slow travel à tes prochains voyages. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'oublie pas d'écouter l'épisode jusqu'à la fin. D'ailleurs, si cet épisode-ci, ou les autres épisodes, ou le podcast en général, te plaît, c'est très apprécié de laisser une note et un avis sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu écoutes ce podcast, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ou si tu es sur YouTube, et bien là, c'est un petit pouce et t'abonner à la chaîne. Donc voilà, ça aide le podcast à se faire connaître et voilà, ça fait toujours plaisir de savoir si vous aimez ou pas le podcast, etc. Donc voilà un petit peu. Commençons avec la définition du slow travel. Donc qu'est-ce que le slow travel? Donc, c'est une tendance dérivée du slow movement. Donc, c'est un mouvement qui a été créé en Italie dans les années 2000 et qui prône un mode de vie plus lent et moins effréné, plus simple, plus respectueux de l'environnement. Donc, un peu une contre-culture par rapport à la culture actuelle où tout est dans le ici, maintenant, tout de suite, rapide, etc. Donc voilà un petit peu. Il y a d'ailleurs le slow eating. Il y a beaucoup de sous-mouvements de ce slow movement. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à faire un petit peu plus de recherche à ce sujet. Mais c'est intéressant si vous avez envie d'être dans une démarche justement un peu plus lente, ralentir, être un peu plus vivre de manière plus consciente, respectueuse de l'environnement et tout. C'est un mouvement très intéressant. Donc voilà. Donc maintenant, une définition précise de ce que c'est le slow travel. Alors, je te donne la définition selon ChatGPT. Voilà. Moi aussi, je me suis convertie à ChatGPT. Donc, selon ChatGPT, le slow travel, ou voyage lent en français, est une approche du voyage qui privilégie la quantité sur la qualité... Non, pardon. C'est le contraire. La qualité sur la quantité, la découverte authentique sur la course aux attractions touristiques et la connexion profonde avec des lieux visités et les populations locales. Cette philosophie encourage les voyageurs à ralentir le rythme, à prendre le temps d'apprécier chaque étape de leur voyage, à s'immerger dans la culture locale, à adopter des modes de transport plus durables comme la marche, le vélo ou les transports en commun, et à minimiser leur impact environnemental. Le slow travel vise à favoriser une expérience de voyage plus significative, enrichissante et respectueuse, en mettant l'accent sur la découverte, la détente et la réflexion. Donc, voilà un petit peu la définition du slow travel. Donc, en gros, quelles sont les différences entre le slow travel et le tourisme ou voyage entre guillemets traditionnel. Donc les principaux points, il y en a d'autres, mais bon, je t'énumère les principaux selon moi. Les déplacements sont plus lents. On privilégie les autobus, le train, le vélo, la marche par rapport aux déplacements avec l'avion. Voilà. Des fois, on prend, moi aussi, par exemple, là, mon voyage actuel en Asie du Sud-Est,
c'est un slow travel, mais j'ai dû prendre l'avion à quelques occasions parce que voilà, les plans changent, des problèmes arrivent et tout, et donc voilà, c'est pas que si vous prenez l'avion durant le voyage, basta, c'est pas du slow travel, mais disons que c'est pas le moyen de transport principal. Alors que voilà, dans le voyage traditionnel, généralement, on privilégie beaucoup l'avion comme moyen de transport principal. Donc voilà, une des premières différences. D'ailleurs, toujours dans les déplacements, dans le slow travel, en fait, les déplacements font partie intégrante du voyage et de son expérience. Donc, on ne voit pas comme une perte de temps ou le truc qu'il faut le faire le plus rapidement possible. Ça fait partie aussi du voyage. Donc, voilà, c'est un peu une autre façon de voir les déplacements. Dans le slow travel, le focus est sur l'être, donc le fait de profiter du moment présent, des expériences, miser sur la qualité des expériences versus le focus qui est plus sur le faire et le voir, donc faire des activités, voir des choses, voir des attractions et tout, qui est donc un focus plus sur la quantité de choses réalisées dans le voyage dit traditionnel. Aussi, voilà, c'est corrélé. Dans le slow travel, on s'octroie plus de moments de détente, de contemplation, d'observation par rapport au voyage traditionnel où généralement le rythme il est très soutenu, très effréné pour tout voir et tout faire, entre gros guillemets. Hein. On ne peut jamais tout voir et tout faire, mais voilà, pour faire le plus possible. Donc, on a un rythme très soutenu quand on est dans un voyage plus traditionnel. Une autre différence, c'est le contact plus profond et une communication plus authentique, réelle avec la population locale par rapport à une communication qui est plus mercantile, hein, plus utilitariste et beaucoup plus rare avec les populations locales. Quand on est dans un voyage traditionnel, on communique principalement avec les personnes qui nous servent. Donc, par exemple, les réceptionnistes, les serveuses ou les serveuses, les guides, les chauffeurs, etc. C'est à peu près les seuls contacts qu'on a avec la population locale, alors que dans le slow travel, on essaie aussi d'avoir des contacts plus profonds avec les personnes rencontrées. Généralement aussi, dans le slow travel, la plupart des repas et des hébergements, hein, il peut y avoir des exceptions, des fois c'est pas possible, mais la plupart des repas et des hébergements sont dans des endroits plus locaux, gérés par les populations locales, alors que dans le voyage dit traditionnel, les repas, les hébergements sont dans les lieux plus standardisés, un peu généralement plus gros, peut-être des chaînes ou des multinationales, des trucs comme ça, et qui sont entre guillemets designed, sont créés pour plaire aux touristes comment on dit subvenir aux besoins des touristes, mais c'est pas ce que je veux dire, mais bon, je pense que tu as compris. Donc voilà, c'est vraiment tout est fait pour donner le confort aux touristes presque comme s'il était chez lui. Donc voilà un petit peu les principales différences entre le slow travel et le tourisme classique. Donc pour moi, le slow travel, c'est vraiment une philosophie de voyage. C'est une façon de voir le voyage comme une expérience et non comme une autre opportunité de consommation où, voilà, comme je disais, on fait juste cocher des choses sur une liste et on court pour tout voir ce qu'on pense qu'on doit faire et voir parce que, il faut voir certains incontournables, certains trucs quand on est dans telle destination, etc. Donc, c'est vraiment de se concentrer plus sur la qualité du voyage et des expériences qui en découlent plutôt que la quantité de choses visitées et faites durant ce voyage. Donc voilà, comme on va voir, il y a des avantages et des désavantages au slow travel. Il y a des avantages par rapport au tourisme de masse, au tourisme classique. Il y a des désavantages aussi. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Par contre, ce que je t'invite, c'est à peut-être essayer d'intégrer le slow travel dans tes prochaines aventures. Peut-être une journée, pas besoin que ce soit tout ton voyage et tout, mais juste pour voir si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser ou pas. D'ailleurs, petit point important, parce que je sens déjà venir les objections, genre « Oui, mais Sarah, toi, tu pars pour 6 mois, c'est facile de faire ça. Moi, j'ai juste 2 semaines de voyage. »
2 semaines de vacances par année, je peux pas faire ça. Donc, moi, personnellement, je pense que le slow travel peut être pratiqué dans n'importe quel type de voyage, même un week-end de 2 jours. Comme c'est une philosophie de voyage, c'est quelque chose qui peut être fait dans n'importe quel contexte du voyage, dans n'importe quelle destination, avec n'importe quelle durée. C'est vraiment une façon de voir et de vivre le voyage qui est différente. C'est pas... voilà, il n'y a pas de règles non plus. Hein. Le but de l'épisode, c'est pas de mettre des règles et tout. Genre, oh, ça, c'est du slow travel, alors que ça, c'est pas du slow travel. Juger, c'est pas du tout l'intention. C'est juste, voilà, de te faire réfléchir un petit peu, de faire découvrir une nouvelle façon d'explorer le monde, voir si ça te plaît ou pas. Par exemple, pour te donner un exemple très concret, en septembre dernier, je suis allée 2 semaines au Sénégal et j'ai appliqué la philosophie du slow travel. J'ai limité à 3 villes. Je me suis limitée à 3 villes durant mes 2 semaines de voyage parce que, voilà, de toute façon, au Sénégal, les transports ne sont pas aussi efficaces qu'ailleurs. Donc, de toute façon, et c'est slow qu'on le veuille ou pas. D'ailleurs, moi, j'ai adoré, ça fait partie de l'expérience. C'est un de mes meilleurs moments, pas tous les meilleurs moments, mais plusieurs de mes meilleurs moments se sont déroulés dans les transports en commun au Sénégal. Et voilà, je me suis limitée à 3 villes. Je me suis donné des moments de pause pour faire du journaling, pour discuter avec les gens. Voilà, je n'avais que 2 semaines. Donc, c'est tout à fait possible de faire du slow travel aussi avec une durée plus limitée. Donc, comme je disais dans l'introduction, je vais te donner des conseils pour appliquer la philosophie du slow travel à tes prochaines aventures si c'est quelque chose qui t'intéresse. Donc, écoute jusqu'à la fin si c'est ce qui t'intéresse de cet épisode. Donc là, je vais te parler un petit peu des avantages et des désavantages du slow travel pour que tu puisses décider de si ce genre de voyage est pour toi ou pas. Donc, comme je disais tout à l'heure, un des avantages principaux selon moi du slow travel, c'est vraiment le fait d'avoir des connexions plus profondes et authentiques avec les personnes rencontrées dans ton voyage, que ce soit des locaux ou d'autres voyageurs. Ça permet de vraiment prendre le temps de rencontrer des gens. Et voilà, quand tu rencontres des personnes, des locaux, ça te permet de t'immerger beaucoup plus dans la culture locale et vraiment de comprendre, d'en apprendre plus sur la culture, de comprendre comment eux, ils perçoivent le monde, comment ils vivent, de découvrir aussi, par la même occasion, des nouveaux modes de vie, des nouveaux modes de pensée qui peuvent t'inspirer, te faire te questionner sur la façon dont toi tu vis ta vie ou l'endroit où tu vis ton pays, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être changées, etc. Donc, c'est vraiment une ouverture sur le monde, littéralement. Donc voilà, et comme je disais tout à l'heure, ça permet aussi d'avoir des expériences plus authentiques avec la population locale parce qu'on sort des simples relations mercantiles, commerciales avec la population et on a des vraies discussions parce que c'est sûr que les personnes qui sont là pour, entre guillemets, nous servir, elles sont là pour faire leur travail. Donc, elles ont rarement l'envie ou l'intérêt ou le temps ou l'énergie même d'approfondir les liens avec les voyageurs parce qu'ils sont là pour travailler. Nous-mêmes, quand on travaille, on n'a pas vraiment le temps de se mettre à discuter avec un nouveau venu sur notre vision du monde, etc. quoi. Donc, en prenant le temps d'approfondir des relations, ça permet d'avoir une vraie vision, une vraie perception, une vraie porte d'entrée sur la culture locale. Et voilà, donc ce que moi personnellement c'est une des raisons principales pour lesquelles je voyage, donc c'est toujours intéressant pour ça. Et d'ailleurs, par contre, ça n'empêche pas que souvent, moi personnellement, les gens que je rencontre, c'est souvent des personnes, par exemple, qui sont qui travaillent dans les différents lieux où je vais, les hébergements, les restaurants, etc. Mais je prends le temps de discuter avec elles et d'approfondir les liens. Et par exemple, à Hanoï, il y a quelques semaines, ça m'a permis de rencontrer 5-6 personnes comme ça, des Hanoïens, je crois qu'on les appelle en français,
qui avaient été les propriétaires des différents commerces où j'étais allée et tout, et je me suis mise à discuter avec eux, et plusieurs fois ça m'a amené à discuter 1 heure, 2 heures avec eux, vraiment pouvoir échanger avec eux. Ça a été les meilleurs moments de mon passage à Hanoï, quoi. Donc vraiment, faut pas hésiter. Bien sûr, s'ils ont le temps et vous voyez qu'ils ont envie d'échanger avec les personnes que vous rencontrez, même dans des relations initialement dites mercantiles, mais qui peuvent être approfondies aussi par la suite, s'il y a de l'intérêt de la part des 2 personnes. D'ailleurs, si tu penses que la barrière linguistique est un frein pour toi pour avoir des connexions plus authentiques comme ça, profondes avec les gens, par exemple parce que tu me dis oui mais moi je parle pas anglais, ou j'ai de la difficulté à apprendre d'autres langues et tout, ce qui est tout à fait normal, hein, on peut pas apprendre toutes les langues du monde, c'est un peu trop intense, mais si tu as envie de pouvoir t'améliorer par exemple en anglais, ou même découvrir mes petites astuces pour apprendre un petit peu des langues locales des endroits où tu vas, je te conseille d'écouter l'épisode 26 qui s'appelle « Voyager sans bien parler anglais, c'est possible », et dans lequel je te donne des conseils pour améliorer ton anglais et aussi pour apprendre un petit peu des mots dans les langues locales pour t'aider justement à avoir des communications avec les populations locales. Et finalement, aussi le fait de rencontrer des gens, d'avoir des vraies connexions avec les personnes locales, ça te permet généralement de sortir des sentiers battus parce qu'ils te donnent leurs bons tips, les endroits où les locaux vont, où il n'y a pas trop de touristes, où les personnes vivent réellement, hein, parce que généralement dans les zones touristiques, c'est surtout les touristes qui y vont. Donc de vraiment vivre des expériences plus authentiques et qui ne sont pas seulement fabriquées pour les touristes, mais qui sont réelles et de la vie quotidienne des populations locales. Un autre avantage du slow travel, ça je pense que c'est assez évident dans le terme slow travel, c'est que ça permet de réduire le stress en voyage, parce que ça nous encourage à prendre plus de temps pour visiter, à profiter pleinement des endroits, des expériences, sans toujours être en train de courir d'un endroit à l'autre et toujours dans une course effrénée pour tout faire. Donc ça permet de ralentir le rythme et du coup d'être moins stressé, bien sûr. Et ça permet, comme je disais tout à l'heure, d'être dans l'être. Le jeu de mots, il est un peu banal, mais bon. Donc, être dans l'être, qu'est-ce que ça veut dire? C'est à embrasser tous les aspects qui sont intangibles dans le voyage, donc comme les rencontres, les discussions qui découlent de ces rencontres, les différents défis ou situations plaisantes ou moins plaisantes qui peuvent surgir durant les voyages, hein, qui surgissent inévitablement. Généralement qui nous pousse aussi en dehors de notre zone de confort. Donc d'embrasser aussi to embrace, là je fais une traduction littérale de l'anglais, hein, to embrace, embrasser. De profiter des moments d'observation, d'introspection, juste de réflexion qui viennent spontanément en voyage parce qu'on est confronté à des nouvelles personnes, des nouvelles situations, des nouvelles façons de vivre. Donc mais de prendre le moment des moments régulièrement pour process tout ça, pour comment on dit ça en français, pour pour juste réfléchir à tout ça et faire le point sur tout ce qu'on a expérimenté. C'est aussi important parce que le voyage c'est quand même intense et donc c'est important de se laisser ces moments pour juste laisser tout ça infuser et calmement, quoi. Autre avantage du slow travel, c'est la réduction de l'impact sur l'environnement et sur les populations locales. Donc, c'est des thèmes qui vous intéressent. Le slow travel, c'est une excellente façon de conjuguer voyage et un plus grand respect sur l'environnement et sur les populations locales parce que, comme je disais, on privilégie les modes de transport plus durables, généralement. On se déplace moins souvent. Le slow travel, comme je disais, par exemple, moi, en 2 semaines, je me suis déplacée 3 fois dans seulement 3 villes au lieu de faire 5-6 villes qui donc demandent plus de déplacements, donc plus d'émissions de gaz à effet de serre.
Et aussi, voilà, en sortant des sentiers battus, ben, on ne participe pas à la surutilisation, surfréquentation des différents sites, des ressources locales, parce que on va un peu, on sort des endroits typiques, donc voilà, on répartit un petit peu plus le tourisme, donc voilà, ça diminue les impacts, la surfréquentation des sites et des villes. Et aussi, voilà, bien sûr, quand généralement on fait du slow travel, on tend à aller, comme je disais tout à l'heure, dans des commerces, des plus petits commerces, des commerces locaux, gérés par des personnes locales, par exemple des petits hostels ou des B&B, ou les restos locaux, des boutiques locales et tout, et non dans les grosses chaînes, les grosses chaînes multinationales, etc. Donc, l'argent que tu dépenses, il va directement aux populations locales, reste dans l'économie locale, au lieu de sortir du pays et d'aller dans les poches des personnes en Europe, en Amérique du Nord, qui ont l'argent pour créer des grosses chaînes, etc. Et finalement, dernier avantage du slow travel, c'est le coût potentiellement élevé par destination, parce que généralement, les hébergements sont beaucoup moins chers si tu restes plus longtemps. D'ailleurs, je t'invite à faire les tests, par exemple sur booking.com. Essaie de mettre pour 3 nuits dans un hébergement et essaie par la suite de mettre 1 semaine ou 2 semaines. Tu vas voir que généralement, le prix pour 1 semaine est le même que le prix pour 3 nuits, par exemple. Sauf que, tu restes le double du temps. Donc, le prix, c'est la moitié, quoi. Donc, voilà, si tu fais le rapport prix-jour des hébergements, c'est beaucoup plus avantageux de rester plus longtemps au même endroit plutôt que de se déplacer, genre, à tous les 3-4 jours. Par contre, voilà, c'est sûr que si tu fais le rapport nombre de jours passés par rapport au nombre d'endroits visités, alors là, le coût, il est plus élevé parce que tu restes plus longtemps au même endroit, tu vois moins de choses que des gens qui restent moins de temps parce qu'eux, ils sont là en mode effréné à tout voir et tout. Mais voilà, c'est comme tout dans la vie, avantages, désavantages. Il faut que tu décides ce qui toi est plus important pour toi. Mais c'est vrai que le slow travel permet généralement de faire des économies par destination parce que les coûts d'hébergement sont diminués. Ensuite, tu apprends à mieux connaître la zone, donc tu apprends à mieux connaître les restos les moins chers, ou acheter les fruits et légumes pour que ce soit moins cher. Les différents, tous les services et tout, comme tu apprends à connaître vraiment la zone, tu sors justement des zones touristiques et tout, tu fais généralement beaucoup d'économies sur tout le reste, en fait. Maintenant, les désavantages du slow travel, parce que, bien sûr, il y a des désavantages. Donc, comme je disais, tu as besoin de plus de temps pour voir la même chose que les gens qui voyagent de manière normale, parce que, peut-être que les gens restent dans telle ville 3 jours et toi, tu restes dans 1 semaine. Ok, c'est sûr que tu vois peut-être les mêmes choses ou même... tu vas aussi voir des choses différentes, donc c'est ça qui est l'avantage. Mais voilà, c'est sûr que ça va te prendre plus de temps par rapport aux gens qui vont à fond la caisse des journées de 12 heures sans arrêter, quoi. C'est aussi, tu peux aussi voir potentiellement moins de must, les fameux il faut, les incontournables qu'il faut absolument voir, parce que, quand tu es en mode slow travel, généralement, tu te concentres plus sur les expériences authentiques, comme je disais, les expériences locales, que donc d'autres voyageurs traditionnels, entre guillemets, ne feront pas nécessairement. Donc ça peut te causer de la FOMO, la fear of missing out, la peur de rater des choses. Mais en même temps, tu fais d'autres expériences. Donc, de toute façon, moi, je suis contre la comparaison des voyages et tout. Chacun fait son propre voyage. Chacun voit les choses qu'il a envie de voir. Et il n'y a pas de must, il n'y a pas de « si t'as pas vu ça, t'as pas été là » ou je sais pas quoi. Non. Chacun fait son propre voyage et voilà, quoi. Mais voilà, c'est sûr que des fois, ça peut être difficile de résister à cette FOMO parce que, ça m'arrive aussi, je suis humaine. Ça m'arrive aussi de réfléchir à ça et d'être en mode « Ah oui, mais là, si je fais pas ça, qu'est-ce que les gens vont penser ?» Mais bon,
toujours on se reconcentre, on voyage pas pour les autres, on voyage pour soi, et donc on fait les expériences qui nous plaisent à nous. Autre désavantage du slow travel, c'est que ça demande une plus grande capacité d'adaptation et plus de patience parce que quand tu restes plus longtemps au même endroit, tu as des chances de voir un peu les aspects moins positifs de chaque destination. Mais voilà, tu vois, la vie réelle, en fait, de chaque destination. Alors que, les gens qui font que passer rapidement, ils ne sont pas nécessairement confrontés à ça parce qu'ils ne restent pas assez longtemps pour y être confrontés. Donc, ils sont toujours un peu, en effet, lune de miel, alors que, quand tu restes plus longtemps, tu as un peu plus de chances d'être un peu déçu et devoir gérer aussi les aspects moins glamorous de chaque destination. Et aussi selon la région visitée, les services destinés aux populations locales sont généralement beaucoup moins efficaces que les services destinés aux touristes. Ça, c'est l'exemple principal, c'est généralement les transports. Donc, si tu privilégies une expérience plus locale, donc utiliser les transports locaux, pas ceux qui sont destinés aux touristes, ils sont généralement moins confortables, ils sont moins rapides, ils sont moins efficaces que les bus pour les touristes qui ont généralement l'air conditionné, ils sont neufs, donc moins de problèmes de panne, etc. Les sièges sont confortables, voilà. Alors que dans les bus locaux, des fois, généralement, il n'y a pas d'air conditionné, les bancs sont bancaux, il n'y a pas beaucoup d'espace, tu vas peut-être avoir des colloques de bus, genre des volailles ou des animaux variés. Il va peut-être avoir des boîtes entassées, des sacs. Tu vas peut-être avoir des trucs sous tes pieds, etc. Mais voilà, c'est l'expérience locale. Mais je comprends tout à fait que c'est pas tout le monde qui a envie d'utiliser ce genre de transport. Mais donc voilà, si tu as envie de faire vraiment l'expérience authentique et locale, sois préparé à ce que ta capacité d'adaptation et ta zone de confort soit élargie de force, quoi. Et donc, ça demande un peu plus de patience, de flexibilité, de résilience, de voyager vraiment de façon... à la façon locale et tout, mais c'est l'expérience authentique et c'est ça qui permet, selon moi, d'avoir une vraie vision de la vie locale comme elle est. Et aussi, l'avantage de ça, c'est d'apprécier les conforts qu'on a chez soi et aussi vraiment de faire des belles rencontres parce que moi, dans ces genres de modes de transport-là, locaux et tout, les gens sont toujours hyper sympathiques, hyper gentils. Comme tu es généralement la seule personne blanche et tout, ils sont super gentils, ils font attention à ce que ils sachent où tu vas descendre. Les gens, ils offrent toujours de la nourriture, ils sont toujours hyper gentils. Donc vraiment, moi je t'encourage à le faire, mais comme je disais, c'est pas toujours confortable. Donc un des désavantages du slow travel. Maintenant, dernière partie de l'épisode, je voulais te donner quelques conseils pratiques pour appliquer la philosophie du slow travel à tes voyages. Comme je te disais, c'est une philosophie, donc il n'y a pas vraiment de règles. Tu vois, tu peux aussi décider de faire une journée en mode slow travel sur ton voyage de 2 semaines, par exemple, et le reste en mode normal comme tu ferais d'habitude, ou alterner, ou pas du tout, ou faire tout le voyage comme ça. Bref, il n'y a pas vraiment de règles, mais c'est juste, une façon de voir différemment le voyage. Donc, tu peux appliquer un ou plusieurs des conseils que je t'ai donnés si tu en as envie. Donc, premier conseil pour diminuer, pour embrace, je vais y arriver, Sarah, ça se dit pas en français. Pour, comment on dit en français? Bref, pour... faire du slow travel. On va y aller simple. Alors, diminue le nombre de villes, de pays, si tu pars plus longtemps ou diminue le nombre de pays, de villes ou d'attractions que tu veux visiter dans le laps de temps que tu as.
parce que de toute façon, moi, ce que je dis toujours, c'est même en restant des mois, voire des années dans une destination, tu n'arriveras jamais à tout voir. Il faut se mettre le cœur en paix. C'est impossible de tout voir. Donc déjà, réduis le nombre de choses que tu veux voir parce que tu pourras jamais tout voir de toute façon. Donc, au lieu de courir, passer des journées de 12 heures à marcher 20 km et à te détruire de visites, réduis le nombre. Ça va être déjà ça, tu vas voir, ça fait une grosse différence et tu es déjà dans le mode slow travel. Ensuite, évite de planifier des journées super chargées du matin au soir avec genre horaire précis, des tonnes de trucs à voir et tout, sans laisser de temps pour les imprévus, parce qu'il y a toujours des imprévus en voyage. D'ailleurs, j'en parle dans l'épisode pour comment planifier un voyage. Il faut toujours laisser de la place aux imprévus parce qu'il y en a toujours en voyage. Donc, ça ne sert à rien de faire une planification de voyage où il n'y a aucun trou, aucune demi-journée, aucune journée genre sans trop de plans, parce que c'est sûr que vous allez avoir besoin d'un moment comme ça parce qu'il y a toujours des imprévus en voyage. Donc voilà, on évite de planifier les journées du matin au soir. On s'octroie des moments, comme je disais, peut-être une demi-journée par-ci par-là, quelques heures pour soit avoir un buffer, une marge s'il y a des imprévus, soit pour simplement laisser de la place aux opportunités qui peuvent survenir. Peut-être que quelqu'un va vous inviter à un événement, ou à un resto, ou à un truc qui n'était pas sur votre liste. Si vous avez un planning super chargé, vous ne pourrez pas accepter et ce serait dommage de passer à côté de ce genre d'expérience. Donc voilà, on se donne des moments un peu plus libre, sans rien planifier, pour voir ce qui arrive. Et aussi, simplement des moments pour se reposer, quoi. Parce que voyager, ça demande beaucoup d'énergie et on a besoin de se reposer aussi. Autre conseil, ne laisse pas des listes du genre 10 incontournables à voir dans telle ville, je sais pas quoi, t'influencer. Après, moi aussi j'utilise ces listes, je dis pas de ne pas les utiliser, mais ce que je te conseille, c'est de seulement sélectionner les endroits, les expériences qui te font vraiment vibrer dans ces listes-là. Les expériences où tu dis vraiment « Ah non, ça, je veux absolument le faire parce que c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, etc. » Mais ne fais pas tout ce qui est sur ces listes-là juste parce que, voilà, quelqu'un a décidé que ça, c'était un incontournable. Non. Priorise les choses que toi, tu veux faire, tu veux voir et qui sont un must pour toi. Et ensuite, les autres, fais-toi une liste de, OK, si j'ai le temps, cool. Si j'ai pas le temps, c'est pas grave, quoi. Parce que c'est pas celles qui te font le plus vibrer, c'est pas celles qui t'animent le plus. Donc, sélectionne bien les activités que tu veux faire pour pas, surcharger ton horaire de choses qui t'intéressent même pas. C'est pas le but, quoi. Ensuite, autre conseil, on voit les temps morts, comme une partie intégrante du voyage. Donc, les transports, c'est un classique temps mort en voyage. Donc, moi, personnellement, j'adore être dans les transports parce que ça me permet d'avoir du temps pour simplement observer. Observer par la fenêtre, tu vois, les gens, comment ils vivent leur vie, le trafic, comment ils conduisent, surtout en Asie du Sud-Est. C'est hyper intéressant, le chaos. Essayer de comprendre comment fonctionne le chaos, par exemple. Mais juste voir comment les gens vivent, l'architecture, est-ce qu'il y a des animaux, il y a plein de trucs à observer. Et ça fait aussi partie du voyage. Sinon, ça peut être aussi un moment pour réfléchir sur le voyage, sur les rencontres faites, sur les apprentissages qui ont été réalisés, ou aussi te faire des nouveaux amis, comme je te disais, surtout dans les bus locaux et tout. Il y a toujours les gens, ils sont hyper gentils, et toujours intéressés qu'il y ait un étranger sur qui utilise leur transport. Et même si vous utilisez les bus plus touristiques, etc., il y a d'autres voyageurs qui peuvent être hyper intéressants. Moi, j'ai rencontré plein de gens comme ça sur les transports en commun, juste en discutant avec le voisin, quoi. Donc, vraiment,
moi, j'adore les transports et il faut vraiment les voir comme une partie intégrante du voyage et pas juste comme un moyen de se déplacer de A à B et voilà, c'est du temps perdu, quoi. Parce que ça ne l'est pas. Donc, voilà. Et mon dernier conseil pour appliquer la philosophie du slow travel, c'est de te rappeler que le voyage, en fait, c'est pas juste voir des choses. C'est pas juste faire des activités. C'est surtout et avant tout une découverte de l'autre, une découverte d'autres cultures, d'autres façons de penser, d'autres façons de vivre. Et donc, par la même occasion aussi, une découverte de soi. Parce que, c'est en se confrontant à d'autres choses qu'on apprend à mieux se connaître et qu'on on réalise plein de choses sur soi-même, sur sa vie, sur la société dans laquelle on a grandi, etc. Et donc, moi, je t'encourage à 100% à t'intéresser aux personnes que tu rencontres, qu'elles soient locales ou pas, à leur poser des questions sur leur parcours de vie, leurs expériences, leurs aspirations, leurs rêves, etc. Tu vas voir, pour moi, les rencontres, en fait, moi, je voyage pour rencontrer des gens. C'est vraiment pour moi, le point fondamental du voyage, c'est de pouvoir rencontrer plein de personnes qui m'apprennent toujours plein de choses sur plein d'aspects différents et qui me font grandir, qui me font croître. Et voilà, donc pour moi, je pense que les rencontres, c'est toujours ce qui est le plus meaningful, ce qui a le plus de sens dans un voyage, ce qui rend le voyage mémorable, parce qu'au bout d'un moment, les buildings, tu vois, les édifices, les places, je sais pas quoi, les musées, ça se mélange tout dans ta tête et ça devient un peu plus ou moins un, alors que les rencontres, c'est ce qui, en tout cas personnellement, c'est ce qui me marque le plus et je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant des voyages. Donc, je t'encourage juste à laisser de la place aux rencontres dans tes voyages. Ça aussi, ça fait partie du slow travel. Voilà, l'épisode se conclut. Ce que je voulais vraiment en fait te transmettre aujourd'hui dans cet épisode, c'est simplement de t'encourager à prendre plus ton temps en voyage, à équilibrer les moments d'action avec les moments de pause, de réflexion, d'observation, d'introspection, de contemplation juste de ce qui se passe autour de toi et de laisser plus de place à la spontanéité, aux rencontres, aux opportunités qui vont inévitablement arriver si tu te donnes de l'espace, tu te donnes du temps pour qu'elles arrivent. Moi, je te jure, ça m'arrive tellement souvent. Tu verras, quand tu laisses de l'espace, quand tu te donnes le temps et tout, magic happens. C'est vraiment fou. Le moment où tu décides de ralentir, tu vas voir, il y a des gens tu fais des super rencontres, il y a des gens qui te proposent des super opportunités, etc. Donc, vraiment, pour moi, c'est ce que j'aime le plus du slow travel, c'est que ça me permet vraiment de go with the flow et il y a toujours des choses magiques, mais vraiment magiques qui arrivent dans ces moments-là. Donc voilà, j'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un avis, une note, un petit pouce, voilà, selon la plateforme où tu écoutes cet épisode. Et je te laisse sur une citation qui est vraiment... c'est une de mes citations préférées et je trouve que pour cet épisode, elle est parfaite. Donc, c'est une citation de Henry Miller qui dit « Une destination n'est jamais un lieu, mais une nouvelle façon de voir les choses. » Donc voilà, j'espère que ça t'inspirera pour tes prochaines aventures. En attendant, je te retrouve dans un prochain épisode très bientôt. Et voilà, ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu trouveras toutes les ressources mentionnées dans la description de l'épisode. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée et de laisser un avis. C'est une façon simple et gratuite d'encourager le podcast. On se retrouve pour le prochain épisode et en attendant, je te souhaite de vivre de merveilleuses aventures.